Jean-Louis Lecourbe, qui est représentant et bénévole de l'association Terre de Liens, qui est une association qui intervient pour permettre l'installation des agriculteurs sur le foncier. Je vous remercie d'être là ce soir. Également Henri Roulier, que beaucoup dans le secteur agricole connaissent de longue date, qui est bénévole et coordinateur de l'association Solidarité Paysans, qui accompagne des agriculteurs qui connaissent des difficultés et qui interviennent pour essayer de soulager les précarités dans le monde rural et dans le monde agricole. Et puis, parce que l'agriculture est une compétence qui, depuis 5 ans maintenant, est d'abord une compétence exercée par la région, assumée par la région, il nous paraissait important de se dire, mais voilà, OK, il y a des enjeux forts dans le monde rural, et notamment en Maine-et-Loire, mais comment on arrive à faire converger les actions des différentes collectivités? Comment on arrive à réfléchir une action convergente associant le département de Maine-et-Loire et la région des Pays de la Loire? Il y aura au moment des élections régionales plusieurs listes qui sont en lien avec l'activité de notre groupe au département. Et nous souhaitons, à notre niveau, organiser aussi une réflexion plutôt large et une réflexion ouverte avec tous ceux avec lesquels on en serait amené à travailler demain avec une autre majorité à la région des Pays de la Loire. Et donc pour cela, nous avons effectivement invité Jean-Louis Béliard, qui est premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de Maine-et-Loire et j'allais dire représentant quelque part de la liste et de la dynamique qui est engagée par Guillaume Garot et l'ensemble de ses partenaires. Nous donnerons ensuite la parole à Stella Dupont, qui a été conseillère départementale, conseillère régionale et qui est aujourd'hui députée de la 2e circonscription de Maine-et-Loire, qui a également été agricultrice par le passé et qui est députée de la majorité présidentielle. Puis enfin, Arash Saïdi, qui est le représentant et le responsable de Génération de Maine-et-Loire, le parti de Benoît Hamon, et qui est engagé dans le pôle écologiste avec les Verts, Mathieu Orphelin et un certain nombre d'autres forces également qui s'engagent dans cette bataille des régionales. Donc, on a sur le département et sur la région une agriculture extrêmement riche qui représente euh, un nombre d'exploitations assez importante, même si elle est en baisse. On a sur le département environ 6 000 exploitations, dont 900 en agriculture biologique. Sur la région, on est autour de 250 000 exploitations et 3 000 en agriculture biologique. Ça représente quand même un chiffre d'affaires de pratiquement 6 milliards en région, enfin sur la région des Pays de la Loire, et 1,6 milliard sur le département. Département, comme je vous disais, nous n'avons plus la compétence agriculture, mais on peut aussi agir. Et donc, je vais pas vous assommer d'abord parce que j'avais 10 minutes pour intervenir, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais on a quand même des actions qui sont quand même un peu en lien avec nos compétences, que sont l'environnement, la solidarité. Et par exemple, on subventionne la Chambre d'agriculture pour mener des actions de prévention, enfin en faveur des produits locaux, par exemple, sur les collèges. En faveur aussi de la biodiversité, dans les ENS par exemple, et là, un travail aussi qu'ils doivent, faire sur la gestion des ressources, en eau, aussi là, au niveau qualitatif. On a aussi, on aide les associations, pour certaines, les associations d'élevage, les associations aussi qui travaillent, auprès des agriculteurs en difficulté. On aide aussi les syndicats et les associations d'éleveurs, et puis sur des manifestations et des événements comme autour de la viticulture et de l'élevage sur le département.
à notre niveau, de dysfonctionnements dans l'activité agricole qui sont dommageables aux agriculteurs, au sol, aux animaux, autant aux animaux d'élevage qu'animaux sauvages. La valeur ajoutée est inégalement répartie entre producteurs, transformation et distribution. La loi Egalim, sur laquelle beaucoup d'éleveurs comptaient, a été contournée, n'est pas respectée. Donc là, il serait temps d'y remédier. Et à ce sujet, nous avons milité pour que la politique agricole commune, la fameuse PAC, soit, disons, verdie et surtout aussi prenne en compte les problèmes des producteurs. Les prix trop bas au départ ferme imposent aux agriculteurs de produire plus, donc avec plus de travail, avec plus d'endettement, conduisent certains vers des aventures énergétiques que l'on connaît pour compenser le revenu, et cela entraîne aussi des suicides. Ça, c'est un drame que l'on rencontre trop fréquemment dans l'agriculture. Produire plus demande aussi plus de surface agricole. Les exploitations s'agrandissent, sont donc moins nombreuses, deviennent difficiles à transmettre, sauf à de gros moyens financiers, des sociétés financières, avec un travail à façon intégrale, ou parfois ce sont de gros agriculteurs qui ont réussi, qui reprennent aussi les exploitations dont les preneurs vont à la retraite. On redoute cette dérive où la finance prédatrice s'intéresse à la terre, alors que, selon nous, la terre est un bien commun. Le foncier agricole est rare, non extensible, non renouvelable. Quelquefois, c'est vrai, nous avons des personnes, des voisins, des parents même qui s'interrogent en disant on voit quelqu'un qui est en difficulté, qu'est-ce que l'on peut faire? Et moi, je suis obligé de leur répondre que s'il n'y a pas d'appel de l'agriculteur concerné, on ne peut pas aller directement chez lui en disant bon, on est là pour apporter une aide. Il faut absolument qu'il y ait une démarche de l'agriculteur concerné. Et car dans les idées de force, en fait, eh bien, accompagner, c'est soutenir, c'est la personne, avec les moyens de l'association pour avec donc des bénévoles, avec d'autres personnes si nécessaire. On peut s'entourer d'aide, soit dans certains cas de comptables, soit d'autres des assistantes sociales. C'est aussi accueillir tous les agriculteurs sans exclusivité, quelle que soit quelle que soit disons, leur production, quelle que soit leur dimension, quelle que soit, je dirais, leur philosophie. Que ce soit, disons, des exploitants qui ont des droits à produire relativement importants. C'est nous est arrivé d'accompagner des personnes qui ont des droits à produire en lait. Pour certains, ça pourra donner une idée de plus de 800 000 litres de lait. Et d'autres, eh bien, des petits maraîchers qui ont même pas 2 hectares à travailler. Mais là, on n'y fait pas, on accueille, je dirais, tout le monde sans exclusivité et sur une orientation quand même que l'on souhaite, qui est d'une part aller, tout à l'heure il a été évoqué l'agriculture durable, et bien c'est aussi dans cet esprit-là que l'association avait été créée, c'est dans cette traduit sur différents points, je dirais de manière globale, c'est toute une partie d'écoute, d'analyse, disons, de la demande et de l'action. C'est aussi regarder tout ce qui est droits sociaux, parce que là aussi, c'est important. Ça peut être aussi différents droits sociaux, ça peut être le RSA, le droit au logement, la protection sociale, quelquefois aussi la reconversion. C'est aussi l'accompagnement sur les discussions et tables rondes avec les créanciers ou les autres, enfin tous les créanciers, quels qu'ils soient. Et quelquefois, eh bien, c'est aussi de plus en plus souvent d'ailleurs maintenant, c'est les accompagner dans le juridique avec que sont les procédures de sauvegarde, le règlement judiciaire et ainsi que la liquidation judiciaire quand ça se fait. Mais heureusement, il y en a quand même très très peu. La plupart du temps, les exploitations peuvent être redressées et donc ce qui permet
de permettre aux agriculteurs de rester. Ce que tu évoques et sur le fait que les jeunes de moins de 5 ans sont de plus en plus nombreux à avoir des difficultés. Des difficultés aussi face à l'enchevêtrement des aides, entre les aides économiques, les aides sociales, les aides qui proviennent d'organismes de la protection sociale, notamment la MSA, celle du département avec le déclenchement du RSA. Et puis aussi, comment on arrive à donner davantage de visibilité, effectivement, au niveau des productions. J'ai bien retenu ce propos. Tu as rejoint effectivement ce que disait Jean-Louis Lecourbe tout à l'heure au niveau de son propos. On voit bien que tout cela, quand on est amené à avancer au quotidien, à travailler au quotidien et à rencontrer différentes difficultés, ben, on ne se pose pas la question par rapport aux compétences ici de l'État, là de la région, là du département, là de la MSA et d'autres. On veut trouver des solutions, il ne faut pas qu'on le fasse tout seul, il faut qu'on emmène les citoyens avec nous. Et pour emmener les citoyens, je pense que je dirais la ficelle qu'il faut tirer, c'est avant tout la ficelle de notre assiette. Quand on parle d'agriculture aux gens, c'est souvent très technique. C'est vrai, il y a beaucoup de sujets techniques, hein, notamment la politique agricole commune. Par contre, quand on parle aux gens de leur assiette, ça cause aux gens. On mange tous, on a tous mangé ce matin, ce midi, ce soir, j'espère qu'on mangera encore demain. Donc parler de l'assiette, c'est quelque chose qui me paraît être un angle intéressant pour aborder l'ensemble des problèmes qui ont été posés sur la table. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on veut dans notre assiette? On veut d'abord avoir à manger, et à manger en quantité qui répondent à nos besoins. On sait aujourd'hui que, alors quand je dis en quantité qui répondent à nos besoins, c'est ni trop ni trop peu. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens sur la planète qui souffrent de malnutrition, mais on a aussi une pandémie d'obésité qui est en train de gagner l'ensemble de la planète et qui risque de faire plus de morts dans les années qui viennent encore que la malnutrition. Donc c'est bien avoir à manger pour tout le monde et en quantité suffisante. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut d'autre dans notre assiette? On veut des aliments de qualité avec des qualités nutritionnelles. Il y aura beaucoup de choses à dire sur les qualités nutritionnelles, on pourra en parler parce qu'on avait une approche depuis des années, depuis l'après-guerre, protéines, lipides, glucides. On se rend compte aujourd'hui que la qualité nutritionnelle, ce n'est pas seulement protéines, lipides, glucides, c'est aussi beaucoup de composés beaucoup plus discrets, tels que les composés phénoliques, les caroténoïdes, qui font que l'alimentation peut avoir un rôle éminent dans la préservation de notre capital santé. Ensuite, dans notre assiette, on veut des qualités sanitaires, on veut des qualités organoleptiques. Hein, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit beau, il faut que ça sente bon, il faut que ça donne envie. Je crois qu'on a une culture de l'alimentation et de moments autour de la table qu'il faut préserver. Mais dans l'assiette, une fois qu'on a dit tout ça, on n'a pas tout mis. Il faut aussi qu'on mette d'autres choses et notamment qu'on mette de la durabilité. C'est-à-dire que la durabilité, c'est quoi? C'est refuser qu'on remplisse notre assiette en hypothéquant l'assiette de nos enfants. Et c'est la protection de la ressource. La durabilité, c'est aussi une durabilité sociale avec des conditions de travail et des rémunérations décentes, à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour l'ensemble des salariés de l'industrie agroalimentaire, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Donc, dans l'assiette, il y a beaucoup de choses à mettre. On peut rajouter de l'éthique, on peut rajouter de la traçabilité. On voit que l'assiette du citoyen, c'est quelque chose qui est porteur de beaucoup d'attentes. Pour répondre, pour rester sur ce sujet, il est aussi lié à la question de la reconnaissance de l'agriculteur, qui est aussi pointée du doigt. Je vous ai parlé de transition. Il y a la question de la pollution. Souvent, l'agriculteur est taxé de pollueur. De plus en plus, et ces dernières années, il est même taxé de maltraitant des animaux, voire de tueur d'animaux. Donc, cet agribashing est aussi extrêmement lourd et difficile à supporter, je pense, et encore plus quand, bien entendu, les difficultés économiques sont là. Et bien entendu qu'il faut lutter contre des pratiques exceptionnelles qui peuvent exister, mais cet agribashing généralisé est très destructeur pour le moral de nos exploitants, et je pense que la société tout entière et les citoyens doivent
aussi être des porte-parole de la qualité de notre agriculture, et y compris l'agriculture industrielle qui est parfois incriminée. Et je vous redis que ce n'est pas le modèle que je souhaite voir développer partout, mais n'empêche qu'elle existe. Et la traçabilité de nos produits, la qualité de nos produits, elle est quand même enviée à travers le monde. Et c'est aussi, je crois, grâce aux cadres qui ont été mis en place dans notre pays, et grâce avant tout aux agriculteurs, aux éleveurs. Comment faire, puisque c'est le sujet entre départements, régions, États, Union européenne. Bon, l'Union européenne, notre sujet, nous n'avons pas de conseiller européen autour de la table, donc on va pas... On n'a pas le levier maintenant tout de suite, mais c'est quand même maintenant que les choses se décident. À l'échelle de la région, du département, moi j'y ajouterais des EPCI, c'est-à-dire des communautés de communes ou des métropoles, et particulièrement en Anjou, puisque la réorganisation territoriale fait que les communautés de communes, même les plus petites, sont quand même très solides aujourd'hui et en capacité justement de construire un PAT, un plan alimentaire territorial solide. Et je crois que la décentralisation des années 80, aujourd'hui, elle arrive à une forme de maturité. Et si hier, il était encore classique et habituel que des décisions soient prises par l'échelon supérieur et s'imposent à l'échelon inférieur, je pense qu'on ne peut plus faire comme ça et qu'il faut revoir notre manière de travailler ensemble et de coopérer, et que le chef de file du sujet, et à l'échelle des collectivités en matière agricole, la région est le principal. Je crois qu'il faut construire des politiques locales qui font levier en complément des politiques nationales et des politiques européennes. Mais on ne peut pas, je vais vous prendre l'exemple, demain par exemple, dire à la région « attention, il faut lutter contre l'artificialisation des sols, faire attention à ce que les prix n'augmentent pas », et d'un autre côté, chacun dans sa commune, parce que ça nous arrange, parce que ceci, parce que cela, donner des permis de construire et artificialiser des terres agricoles. Donc tout cela, ça se prend dans un ensemble. Donc effectivement, sur le premier problème du foncier, il y a d'une part un combat à mener au niveau des collectivités locales. Chaque collectivité locale peut mener ce combat pour qu'il y ait le moins d'artificialisation, nous on milite même pour zéro artificialisation. Et puis au niveau national, moi j'ai quand même envie qu'on ait vraiment des lois qui régulent le prix du foncier en général, mais enfin là de l'agriculture publique, par les marchés publics, par la commande publique. Au niveau de la région, vous avez quand même la maîtrise des lycées, c'est quand même énormément de repas. Au niveau du département, il y a les cantines des collèges. Donc déjà, réorienter ces achats-là, c'est un premier signal. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous contenter en permanence de dire aux consommateurs « faites ci, faites ça », mais moi, je déroge à la règle et puis moi, je fais mes achats quand même, en gros, sur je ne sais quel marché. Et c'est une façon aussi d'aider les agriculteurs locaux à ne pas avoir besoin d'exporter. Les achats directs, ça leur permet de ne pas être forcément complètement sous la pression des centrales d'achat. Et donc, à leur donner un certain matelas de sécurité, puis à leur dire « voyez, vous pouvez vous installer, nous, on vous aidera, on vous accompagne par des mesures directes, et puis on vous accompagne aussi en vous offrant des débouchés. » Et cet aspect-là, il n'est pas à négliger.